Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette 5e édition de Carbon Talks, notre série de webinaires qui est dédiée à la décarbonation dans les marchés privés. Je suis Agathe Martineau, peut-être que vous me connaissez déjà. Je suis directrice marketing chez Carbometrix et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire qui sera dédié aux émissions évitées. Je suis accompagnée de Maëlys Fournier, qui est senior consultante chez Carbometrix, qui va intervenir dans un instant pour poser les bases du sujet du jour, et aussi de Diane de Baudra, qui est directrice du développement de Climate Dividend et qui pourra répondre à toutes vos questions au sujet des dividendes climat. Donc, si vous en avez, et d'ailleurs, si vous venez de la... Enfin, disons que Climate Dividend a aussi communiqué sur ce webinaire, donc si vous venez de cette source-là, je pense que vous aurez sûrement des questions, donc n'hésitez pas à les préparer. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Carbometrix, Carbometrix accompagne les investisseurs des marchés privés et leurs entreprises en portefeuille vers une décarbonation efficace. On se base sur une offre de conseil et une plateforme qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients de façon la plus personnalisée possible. On a accompagné déjà plus de 120 institutions financières, 800 entreprises dans une grande diversité de secteurs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, ça n'a pas encore été communiqué, mais nous avons le plaisir de vous annoncer que Carbometrix est un partenaire référencé de Climate Dividend. Donc, les Climate Dividend ou dividendes climat, si vous ne connaissez pas, c'est une façon de démontrer de manière standardisée et crédible et vérifiable que vos activités ou vos investissements, donc des deux côtés, investisseurs et entreprises, qu'ils ont un impact climatique positif réel. Donc, typiquement, si vous êtes investisseur, ça peut être une façon pour vous de montrer que vos investissements ont un impact réel sur le climat, de combler un vide qui aujourd'hui est laissé par les référentiels classiques comme SBTi et de bénéficier d'un accompagnement expert pour vos premiers cas d'usage. Donc, si vous avez des sociétés en portefeuille qui seraient éligibles, de pouvoir avoir un outil vérifiable et concret pour le montrer. Et côté entreprise, ça vous permet d'apporter une preuve claire et robuste que votre activité est bénéfique pour le climat et donc de gagner ainsi en crédibilité auprès des parties prenantes, que ce soit vos clients, vos investisseurs ou même vos talents en termes de marque employeur. L'avantage de commencer cette démarche aujourd'hui, c'est que vous pouvez façonner le standard de marché avec un effet pionnier qui vient booster les effets dont je viens de parler. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour Carbometrix d'être partenaire référencé? Donc, vous voyez en bas à gauche de cet écran un peu le workflow pour obtenir des dividendes climat. Carbometrix est en mesure aujourd'hui d'évaluer l'éligibilité et de faire l'évaluation des tonnes de CO2 évitées ou séquestrées, qui va ensuite vous permettre d'avoir accès à la validation, la vérification et donc le claim de dividendes climat, qui sont par ailleurs gérés par Climate Dividend en direct. J'ajoute que sur 4 secteurs notamment, même si la méthodologie est applicable à tous les secteurs et à toutes les solutions climat, il y a 4 secteurs notamment qui ont été un focus de l'association Climate Dividend ces derniers mois, qui ont donc une méthodologie dédiée pour un process encore plus efficient: l'électricité renouvelable, la chaleur bas carbone, la rénovation des bâtiments et la mobilité bas carbone. Si vous posez la question de pourquoi est-ce que vous devriez dès maintenant commencer à cette démarche de calcul de vos émissions évitées pour obtenir des dividendes climat, parce que comme nous sommes partenaires référencés et que ce programme vient d'être lancé, Carbometrix et Climate Dividend vont être en très grande proximité sur les premiers claims, donc ces premiers calculs d'émissions évitées pour avoir des dividendes climat. Donc, vous aurez un accompagnement encore plus particulier. Et puis, bon, évidemment, parce que les leaders de demain sont ceux qui quantifient leur impact aujourd'hui, donc prenez de l'avance. Et ce que je mentionnais sur les standards, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer ces standards-là avec la Climate Dividend et il faut bien des premiers pour se lancer et façonner ces standards de demain. Notre programme d'aujourd'hui est assez dense, donc nous avons 3 parties. Premièrement, on va se plonger dans le sujet des émissions évitées avec une mise en contexte méthodologique qui sera effectuée par Maëlys. Ce sera environ une dizaine de minutes. Ensuite, on rentrera dans le retour d'expérience avec Thierry Fallard et Sarah Mathieu-Comtois, donc d'Estium et de Meanings Capital Partners. Donc un panel, une petite trentaine de minutes environ. Et enfin, et je pense on laissera au moins 15 à 20 minutes pour cette troisième partie, l'opportunité pour vous d'obtenir des réponses à toutes vos questions, qu'elles concernent l'aspect méthodologique qui sera présenté par Maëlys,
que des questions pour nos intervenants, ou même encore, et c'est la chance qu'on a d'avoir Diane avec nous, si vous avez des questions plus spécifiques sur les dividendes climat, vous pourrez également les poser et on y répondra. J'ajoute, parce que les questions arrivent toujours, ce webinaire est enregistré. Le replay sera partagé à ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas pu participer. Les supports seront aussi partagés, ainsi que les réponses à vos questions. Donc, elles arriveront peut-être dans un second temps, mais on va consolider les réponses données pour que vous puissiez avoir un document récapitulatif avec les réponses aux questions qui ont été posées pendant cette session. Sans plus attendre, comme je disais, c'est un petit peu chargé. Je vais passer le micro à Maëlys et je vous retrouve tout à l'heure. Merci Agathe. Dans une première partie, j'aimerais juste faire un point donc, sur le rappel ou la définition de ce que sont les émissions évitées, pour être sûr qu'on a les mêmes bases pour la suite de cette présentation. Et parce que donc, les émissions évitées, c'est un indicateur qui suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt, puisqu'il met en avant l'impact positif des solutions, mais qui génère aussi parfois de la confusion. Il est utilisé un peu dans de nombreux contextes et ce n'est pas toujours très clair ce qui est sous-entendu. Donc, l'idée, ce sera bien de redéfinir de quoi on parle quand on parle d'émissions évitées et qui peut prétendre à parler ou utiliser cet indicateur. Donc, pour commencer, on vous propose de parcourir quelques exemples et définir ensemble si oui ou non il s'agit d'un cas d'émission évitée. Donc, pour commencer, ici, on aurait l'exemple d'un fabricant d'acier qui a des voitures thermiques pour les membres de son entreprise et qui les remplace vers des véhicules électriques. Donc, dans ce cas, est-ce que l'entreprise évite des émissions? Non. Ici, on est sur le cas d'une entreprise qui réduit sa propre empreinte carbone, qui réduit des émissions dans son propre périmètre d'activité. Un deuxième exemple serait donc celui d'un cabinet de conseil qui choisit de financer des projets de reforestation en Amazonie. Est-ce qu'on peut parler d'émissions évitées? Non plus. Ici, il s'agit d'un financement de séquestration carbone, donc d'absorption de carbone, qui est souvent utilisé par les entreprises dans des démarches de compensation, mais ce n'est pas ce qu'on appelle des émissions évitées. Pour finir sur un dernier exemple qui serait celui d'un constructeur automobile qui choisit de produire et vendre, mettre sur le marché des petits véhicules électriques. On est là dans un cas d'émission évitée. Ici, c'est une entreprise qui évite hors de son périmètre des émissions qui auraient été générées autrement chez ses clients notamment. Donc ici, on est sur le vrai cas des émissions évitées, qui est donc le fait pour une entreprise d'agir sur les émissions des autres acteurs en proposant des alternatives moins carbonées et en les mettant dans l'écosystème. Et c'est ça qui définit les émissions évitées. Donc ça, c'était un petit exemple un peu pratique. Mais donc pour inscrire ça dans la théorie un peu plus des manières de limiter les émissions et notamment contribuer à la neutralité carbone. Cette logique, elle s'inscrit donc là, par exemple, dans ce qu'on va vous présenter qui sont les piliers proposés par la Net Zero Initiative, donc qui propose une lecture en 3 axes de comment une entreprise peut contribuer à la neutralité carbone et qui reprennent un peu ce qu'on a vu dans les 3 exemples précédents. La Net Zero Initiative étant une initiative lancée par le cabinet Carbone 4, soutenue par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, et aujourd'hui assez utilisée comme référence dans le domaine de la comptabilité carbone, et notamment pour leur travail sur les émissions évitées. Et donc, ce que définit la NZI sur la contribution des entreprises, c'est que pour contribuer à la neutralité carbone, 3 axes d'action sont disponibles et à actionner en parallèle. Le premier consiste à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est ce qui va être monitoré par, pour une entreprise, le calcul de son empreinte carbone et la mise en place d'un plan de décarbonation. Ça se concentre vraiment sur les émissions induites d'une entreprise. Donc, toute entreprise émet des émissions par son activité.
et a pour objectif principal et premier de réduire ses propres émissions. Donc ça va être, les calculs de scope 1, 2 et 3 qu'une entreprise peut faire. Donc ça, c'est vraiment le pilier A qui concerne a priori toutes les entreprises. Le pilier B qui est complémentaire, mais non soustractible à ce premier est, de réduire les émissions des autres via justement ce levier d'émissions évitées dont on parle aujourd'hui. Donc ça, c'est pas, c'est différent de ses propres émissions, mais ça revient à proposer des produits et services qui évitent des émissions chez les autres acteurs, notamment, comme on l'a vu pour une entreprise qui vendrait des véhicules électriques. Et le pilier C, qui était justement ce cas de compensation, qui consiste à capturer du CO2 déjà présent dans l'atmosphère, soit, sur sa propre chaîne de valeur, soit ailleurs via des financements, qui, est donc de la séquestration de carbone et qui est parfois donc, utilisé dans des mécanismes de compensation qu'il est intéressant d'actionner, mais qu'il est important de réaliser après avoir travaillé sur le pilier A et B à minima. Et donc, c'est généralement ce qui est recommandé pour les émissions résiduelles qui ne peuvent pas être décarbonées davantage pour à terme atteindre une forme de neutralité carbone à l'échelle globale. Donc, si on reprend sur ces 3 piliers, aujourd'hui, donc on est en train de se concentrer sur le pilier B, donc le pilier A concerne tous les acteurs et doit être une priorité pour n'importe quelle entreprise d'être conscient, de communiquer sur son propre impact et de voir comment le réduire au maximum. Donc ça, la plupart des entreprises aujourd'hui connaissent assez bien ce pilier et commencent à reporter sur ces émissions. Il est nécessaire. Le désavantage qu'il a, c'est justement parfois de ne pas assez mettre en avant cet impact positif que peuvent avoir des entreprises en dehors, juste par leur activité. Et c'est donc l'intérêt de ce pilier B pour valoriser justement ces solutions climatiques qui, certes, ont une empreinte carbone individuelle, mais aussi contribuent positivement. Et c'est intéressant d'avoir un indicateur quantifié et mesurable qui permette de valoriser ça. Et donc, pour vous représenter les 3 petits exemples qu'on avait juste avant, on avait le fabricant d'acier qui était donc en train d'agir sur son pilier A en réduisant son empreinte carbone individuelle. Le constructeur automobile qui vend des véhicules électriques et qui, cette fois, vient éviter des émissions qui auraient eu lieu en dehors de son périmètre et donc qui est le sujet d'aujourd'hui. Et enfin, un cabinet de conseil qui financerait des projets de séquestration qui seraient dans l'action du pilier C. Plus concrètement, pour vous définir maintenant ce que sont les émissions évitées, donc on l'a vu un petit peu, c'est un indicateur qui permet de mesurer la contribution d'une entreprise à la décarbonation de l'économie hors de son propre périmètre via les produits ou services qu'elle vend ou qu'elle propose. Ces émissions sont calculées par comparaison avec un scénario de référence. Donc, si une entreprise vend une solution, on va chercher à évaluer les émissions engendrées par sa solution et celles engendrées par un scénario de référence qui est défini comme le scénario le plus probable qui aurait eu lieu en l'absence de la solution. Et la logique, c'est donc de dire que le produit vendu par l'entreprise vient remplacer un produit de référence moyen qui aurait été utilisé en l'absence de cette solution. Et si le produit de l'entreprise émet moins, il y a donc une différence d'émissions qui sont évitées par l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment pour vous rappeler de quoi on parle quand on parle des émissions évitées. C'est vraiment ce différentiel gagné par le remplacement de la référence qui aurait eu lieu en l'absence. Maintenant, de qui parle-t-on? Il faut être assez précautionneux sur ce point. Toutes les entreprises n'évitent pas nécessairement des émissions. Là où le pilier A, les émissions induites concernent a priori tout le monde, les émissions évitées
ne sont pas pertinentes dans tous les cas de figure, et c'est pour ça qu'il ne faut pas en parler, il ne faut pas en abuser de ce terme. Il y a des cas spécifiques où une entreprise peut prétendre à éviter des émissions, et c'est la première étape de toute étude ou calcul d'émissions évitées, c'est bien de vérifier l'éligibilité de la solution dont on est en train de parler à des émissions évitées. Ce n'est pas évident ni systématique, donc il faut être assez précautionneux là-dessus pour ne pas surestimer son impact positif. Donc, quelques exemples de solutions qui pourraient intuitivement éviter des émissions. Il y a déjà les solutions climatiques, donc les entreprises dont la raison d'être, entre guillemets, est de décarboner l'économie ou l'industrie, par exemple des actifs producteurs d'électricité renouvelable, ou encore des industriels qui développeraient des alternatives moins carbonées à des produits sur le marché, comme l'acier ou le ciment, par exemple, qui les produiraient intrinsèquement de manière décarbonée. Et donc, pour vérifier cette éligibilité, il faut notamment vérifier que l'entreprise a un effet qui est mesurable et attribuable. On peut vérifier que c'est bien grâce à l'entreprise qu'il y a cet effet, et additionnel, donc un effet en plus de ce qui se serait produit sans la solution. Et donc ensuite, une fois que cette éligibilité est vérifiée, on doit mesurer donc cette grandeur d'émissions évitées, et donc pour ça, comme on l'a un peu vu, il faut définir le scénario de référence par rapport auquel on va se comparer pour pouvoir quantifier du coup l'impact positif qu'a eu la solution proposée par l'entreprise. Et donc ensuite, calculer les émissions générées par l'utilisation de la solution de l'entreprise d'un côté, et celles qui auraient été générées dans le scénario de référence envisagé, pour faire cette différence et pouvoir quantifier l'impact réel de la solution. Et donc, notamment dans sa communication, il faut être assez transparent, du coup, puisque par définition, le calcul d'émissions évitées n'a de sens et n'existe que par comparaison avec un scénario de référence, qu'il faut donc expliciter quand on parle, enfin, quand on annonce ces émissions évitées, et qu'il faut choisir avec précaution, puisque il y a les résultats en dépendent assez fortement. Quelques petites questions ou réflexions qu'on entend souvent sur les émissions évitées, qu'on voulait revoir ensemble pour peut-être déconstruire des idées reçues. Est-ce qu'il n'existe aujourd'hui un référentiel qui fait foi pour les calculs d'émissions évitées? Alors oui et non, il y a pas de norme unique de calcul comme il pourrait y avoir pour les émissions induites avec le GHG Protocol, par exemple, sur les calculs des scopes 1, 2 et 3. Néanmoins, il existe des cadres méthodologiques aujourd'hui robustes et convergents, donc notamment sur la Net Zero Initiative ou celui proposé par le WBCSD, qui indique comment fixer les scénarios de référence, comment réaliser les calculs. Donc aujourd'hui, il existe des standards qui peuvent être suivis pour homogénéiser les calculs d'émissions évitées. Donc il y a effectivement un enjeu de transparence et de pratiques communes entre les acteurs qui est important, et qui est aussi ce vers quoi on essaye de tendre et ce vers quoi notre travail essaye de participer, et notamment l'initiative des Climate Dividends qui vise à améliorer cette homogénéisation des calculs. Est-ce que reporter ses propres émissions empêche de valoriser son impact positif? C'est quelque chose qu'on entend souvent. La réponse est non. Mesurer ses propres émissions, ça reste essentiel. C'est la priorité du pilier A, donc notamment afin d'éviter du greenwashing ou du cherry picking pour une entreprise qui consisterait à choisir de ne communiquer que sur ses aspects positifs ou sa contribution, sans prendre en compte ses incidences négatives. Maintenant, c'est évident que la mesure des émissions évitées, ça vient compléter cette étude. L'empreinte carbone d'une entreprise donne une vision partielle de son impact, et si une entreprise a un impact positif, c'est hyper pertinent pour elle d'aller mesurer ses émissions évitées. Mais c'est important toujours de faire et communiquer les deux
par transparence et pour être sûr qu'on a une vision globale sur l'impact de l'entreprise et aussi qu'on ne néglige pas et qu'on pense bien à travailler sur tous les aspects. Et enfin, est-ce qu'une solution perçue comme écologique évite toujours des émissions? Alors, pas forcément. On a parfois le cas d'entreprises qui intuitivement pensent éviter des émissions et a posteriori, en faisant les calculs, on se rend compte que pas forcément. C'est pour ça que, premièrement, évaluer l'éligibilité est important et ensuite même réaliser les calculs. Aujourd'hui, on peut avoir une perception verte ou soutenable d'une solution, mais en fait qui peut jouer sur d'autres facteurs que simplement les émissions de gaz à effet de serre. Il faut garder en tête qu'ici, on a des indicateurs spécifiques et partiels qui vont regarder du coup ces émissions de gaz à effet de serre et qui ne vont pas prendre en compte d'autres impacts positifs comme la biodiversité, l'utilisation des ressources. Donc, une solution verte, parfois, ne va pas forcément éviter des émissions d'un point de vue strictement gaz à effet de serre. Donc, il faut être précautionneux et toujours bien avoir une étude robuste et quantifiée pour s'assurer de son impact. Et enfin, un petit point très rapide, mais sur lequel on pourra revenir s'il y a des questions sur des exemples de choix du scénario de référence. Puisqu'on l'a vu, c'est extrêmement important, c'est ce qui va définir un peu les résultats. Donc, il y a toujours cette question de comment choisir à quoi est-ce qu'il faut se comparer. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas, c'est pas le choix du scénario de référence n'est pas complètement libre. Le but, c'est vraiment de réfléchir à choisir le plus justement ce qui se serait passé sans la solution étudiée. C'est ça la logique de base qui définit le choix du scénario de référence. Et les cadres méthodologiques dont on a parlé, notamment celui du WBCSD, proposent des arbres de décision qui aident à trouver le bon scénario de référence. C'est même pas en fait choisir, parce que normalement, il n'y a pas de choix, il y a vraiment trouver quelle est la situation qu'on vient remplacer et qui sont guidés. Donc, le but, c'est de se baser sur des faits et pour une entreprise, de décrire le plus réaliste de ce qu'il se passe sans sa solution. Donc, selon, par exemple, si elle vient remplacer une demande existante sur le marché, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est en moyenne utilisé sur le segment de marché sur lequel elle se place par les clients pour répondre aux besoins qu'ils ont. Donc, il faut définir précisément à quels besoins vient répondre l'entreprise, quelles sont les alternatives qui existent sur le marché et qui sont à la disposition des clients et dans le cas où l'entreprise n'existait pas, qu'est-ce qu'ils auraient le plus probablement choisi pour pouvoir statuer réellement sur si l'entreprise a évité des émissions. Voilà, donc j'espère qu'avec ça, c'est plus clair sur la définition de ce dont on parle. Donc les émissions évitées, c'est un outil très puissant et intéressant pour plein d'entreprises, mais c'est exigeant d'un point de vue de méthodologie pour s'assurer qu'on parle sur des bases solides et qui permettent donc de valoriser l'impact positif des entreprises. Et je vais donc maintenant redonner la parole à Agathe qui va prendre la main sur le petit panel qui vous a été préparé. Pardon, toujours des soucis techniques. Merci Maëlys, c'était très clair. Si vous avez des questions pour Maëlys, vous pouvez les mettre dans l'espace dédié aux questions. Et sans plus attendre, nous allons passer à notre panel. Donc, je vais accueillir sur scène Thierry, qui est déjà avec nous, et je vais appeler aussi Sarah. Hop. Voilà. Donc, en attendant l'arrivée de Sarah, merci Thierry d'être avec nous. Je pense que votre micro est coupé, mais vous pourrez le... Oui, merci, c'est bon, je vous entends très bien. Thierry est directeur général commercial chez Estiom, une entreprise qui est active depuis plus de 30 ans dans la performance énergétique résidentielle. Mais il nous en dira un petit peu plus. Et Sarah, que je vais
hop, ah bah, je peux pas mettre plusieurs personnes. Si. Je ne sais pas si vous voyez tout le monde bien. Ouais. Et Sarah, qui est Sustainability Director chez Meanings Capital Partner, donc un des investisseurs d'Estium, pour faire le lien entre ces deux personnes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, techniquement, je ne sais pas comment je peux vous mettre tous les deux en même temps pour qu'on vous voit. Je ne sais pas si tu sais faire. Chacun, ok, très bien. Bah, chacun au moment où vous prendrez la parole, je pourrais vous faire monter sur scène. Mais bon, pour commencer, Thierry, chez Etium, donc je disais, vous accompagnez les particuliers depuis plus de 30 ans et les professionnels, je crois, pour réduire leur consommation d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement ce que ça veut dire pour un client et en quoi ça évite des émissions? Bah, écoutez, donc nous sommes depuis 30 ans spécialisés dans tout ce qui est économie d'énergie pour les particuliers, à travers deux produits. Le premier, c'est un radiateur électrique basse consommation que nous fabriquons en Alsace et que nous installons partout en France, également avec des systèmes photovoltaïques. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, que notre métier depuis toujours, c'est de proposer et de permettre à des clients de faire des économies d'énergie avec des produits qui sont vraiment développés pour ça. Donc aujourd'hui, souvent on parle on veut mesurer les gains et les bénéfices pour nos clients. Donc c'est vrai qu'il y a des gains et des bénéfices en termes de kilowattheures, en termes de coûts, mais c'est sûr qu'aujourd'hui la partie gaz, tout ce qui est émissions évitées, c'est quelque chose qui est de plus en plus important et qu'on mesure, parce que nos produits permettent en fait de proposer à nos clients des gains importants en gaz à effet de serre. Et du coup, sur ce calcul d'émissions évitées, qu'est-ce qui vous a donné le déclic, et s'il y en a eu un, pour commencer à les mesurer? Et qu'est-ce que ça a changé pour vos équipes en interne du coup, de se mettre derrière ce calcul plus concret d'émissions évitées? Disons que c'était important pour nous de pouvoir démontrer et en fait, de dire à nos clients et aussi en interne que nos produits étaient vraiment dans cette lignée d'économie. Donc ça a été un projet qui a été développé en interne avec des équipes techniques, avec l'équipe RSE, avec également l'équipe des data, puisqu'il faut récupérer un certain nombre de data qui soient objectives. Et vis-à-vis des clients, même si aujourd'hui on communique pas trop, on pourra peut-être revenir dessus, c'était important de pouvoir mesurer de manière efficace ce que ça a permis comme émissions évitées. Pour vous donner quelques chiffres, en 2024, c'est à peu près, donc nous avons installé à peu près 5000 chantiers, et ce qui a représenté en fait sur cette base-là à peu près 28 000 tonnes d'émissions de CO2 évitées sur la durée de vie des produits. Donc c'est quand même pas négligeable, et ça nous permet surtout de définir enfin des points d'amélioration en interne pour voir comment on peut encore s'améliorer, comment on peut développer des produits plus performants. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est plus vraiment une volonté de l'entreprise par rapport à sa stratégie d'être en phase avec tous ces sujets qui sont de plus en plus sensibles, même si pour l'instant, les clients particuliers sont de plus en plus sensibles, mais qu'il y a encore un travail pédagogique à faire. Et du coup, c'est vrai que 28 000 tonnes de CO2, c'est non neutre, effectivement. Comment vous les avez, donc, ces résultats? Est-ce que vous dites que vous ne les communiquez pas? Qu'est-ce qui fait que c'est un sujet délicat aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque? Aujourd'hui, les communiqués, il faut déjà qu'ils soient sûrs, qu'ils soient vérifiables, qu'ils soient auditables. Il y a tout ce qui est greenwashing. Donc, on fait très attention à tout ça. C'est vrai que c'est important pour nous de mesurer en termes d'efficacité de nos produits. Après, donc, on réfléchit à des pistes. Ça peut être sur le rapport de l'entreprise, ça peut être en fait dans une plaquette d'information. Donc, on est en train de voir de manière en fait objective et vraiment totalement transparente comment on peut communiquer de manière efficace dessus. Mais encore une fois, c'est un sujet sensible, donc on fait très attention. D'accord. Et vous espérez pouvoir communiquer dessus dans les années qui viennent? C'est un projet qui est d'actualité à court terme? Donc là, on attend les résultats du bilan carbone et des émissions évitées de l'année dernière. Ensuite, on travaille effectivement à comment communiquer dessus de manière efficace et probante. Donc on espère pouvoir en fait sur début 2026 avoir une communication qui soit transparente et qui soit vérifiable. Je crois que ça c'est le plus important. C'est aujourd'hui on entend un peu tout et son contraire. Les entreprises entre guillemets galvaudent quelquefois tous ces sujets. Donc on veut vraiment être irréprochable par rapport à ça. Ok, merci. Et avant de passer la parole à Sarah, donc là, c'est sur la communication, mais sur le calcul, donc vous parlez de toutes les équipes qui ont été mobilisées. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Est-ce qu'il y a des conseils que vous voudriez donner à des entreprises qui voudraient se lancer dans ces calculs-là pour mieux anticiper les difficultés que vous auriez ou les obstacles? Ouais, tout à fait.
En fait, quand on a commencé cette démarche, c'était donc avec Meanings Capital Partners, donc je pense que Sarah va en parler. C'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels on est sensible. Après, on n'a pas toujours les bonnes compétences en interne, même si on a envie de le faire, donc il faut se faire accompagner. Donc à la fois, nous, ça a été une chance avec Meanings Capital Partners. On a également eu recours à des consultants pour structurer notre approche, pouvoir bien la gérer dans le temps. Après, il ne faut pas se mettre la barre trop haute. On peut pas, il faut commencer. Peut-être avec quelques indicateurs, avancer et petit à petit impliquer vraiment les équipes autour de ce projet, que ça soit un projet qui soit décliné en interne. Et puis on avance. Donc aujourd'hui, nous, déjà en 2 ans, on a beaucoup progressé. Les gens sont beaucoup plus sensibles. Au niveau des indicateurs et des calculs, on les comprend mieux. Il y a beaucoup de référentiels, il y a beaucoup de termes techniques. Au début, quand on ne les connaît pas, c'est pas facile. Et je pense que si on est bien accompagné, et c'est hyper important, on arrive à avancer de manière sereine et mesurer les améliorations qui sont faites. Nous, il y en a eu quelques-unes qui sont assez simples, sur tout ce qui était flotte automobile, à peu près sur 120 véhicules. C'est comment on peut baisser les émissions. Ça va être sur la production, voir comment on peut utiliser peut-être d'autres matières en termes d'acier. On peut utiliser d'autres électroniques. Donc, il y a pas mal de pistes, à la fois certaines qui sont assez simples, d'autres qui demandent un travail de fond. Mais en tout état de cause, il ne faut pas se mettre la barre trop haut, commencer, je pense, se faire accompagner. Et pour ça, aujourd'hui, il y a vraiment de quoi faire sur le marché. Merci Thierry. Vous faites une transition parfaite. Quand vous dites que vous avez été accompagné par Meanings, du coup, je me tourne vers Sarah, que je vais afficher sur l'écran. Côté investisseur, comment est-ce que vous avez accompagné justement, alors il y a Thierry qui a donné des éléments de réponse, quel rôle vous avez joué, comment c'est venu cette volonté d'accompagner Estium dans un calcul d'émissions évitées pour mesurer l'impact? Merci beaucoup, déjà je suis ravie d'être là et de partager notre démarche en effet et donc côté Meanings, donc nous on a un investisseur, une plateforme d'investissement de mon côté avec plusieurs stratégies et on suit, et on pilote et on utilise l'indicateur émissions évitées, de façon différente, selon chacune de nos stratégies, en fonction, forcément des objectifs de base, des objectifs des fonds et aussi de la façon dont ça s'applique à chacune. Mais de manière générale, on voit, le sujet des émissions évitées, comme un sujet, assez stratégique. Autant, le sujet du bilan carbone des émissions induites, il est systématique chez nous. Il va être plus ou moins pertinent ou en tout cas plus ou moins stratégique selon les entreprises. Mais les émissions évitées, systématiquement, c'est pour nous une façon, d'identifier assez clairement, encore une fois, quand c'est fait de façon robuste et avec, bien tous les petits caveats que Maëlys et Thierry ont évoqués aussi, mais qui nous permet d'identifier assez simplement, les entreprises solutions ou en tout cas les entreprises contributives. Et donc dans cette perspective-là, on a identifié assez tôt, pour Estium, j'ai envie de dire le potentiel d'impact positif, sur le climat. Alors ce n'est pas qu'un potentiel parce que comme Thierry l'a évoqué, c'est une entreprise qui existe depuis longtemps et qui produit, qui met sur le marché des produits qui sont à forte valeur ajoutée sous l'angle environnemental depuis aussi très longtemps. Donc c'était plutôt un potentiel en termes de mesures et en effet de quantification du sujet. Et notamment dans le cas de l'actionnariat de Meanings, ça a été aussi un sujet pour, développer des nouvelles gammes de produits, donc notamment l'offre d'autoproduction, l'offre solaire, aller sur, des sujets plus B2B ou autres. Donc vraiment, ça a été un driver fort pour Estium et voilà et donc le sujet des émissions évitées, ça a été d'une part pour essayer de quantifier, donc se dire, par rapport à toutes les solutions qui existent sur le marché, est-ce que c'est une solution plus ou moins intéressante? Donc c'était plutôt, pour nous côté investisseurs. Puis ensuite, comme Thierry l'a évoqué, on a la conviction que c'est un sujet, qui peut être assez structurant dans tout ce qui est innovation, développement, roadmap produit. Et donc ça a été aussi un sujet qui a été affiné, dans le cadre, de tout ce qui est analyse du cycle de vie, éco-conception, comme un peu un indicateur final, qui englobe plein de choses en fait. Et donc voilà
on a un peu impulsé le sujet, mais très vite, les équipes, côté Estium s'en sont saisies et aujourd'hui, comme Thierry le disait, c'est un vrai projet d'entreprise, et ça contribue donc, à la fois à une roadmap climat, mais aussi à une roadmap, commerciale, un positionnement de marque, Mmh. et voilà, donc c'est assez structurant finalement. D'accord, donc si je reprends ce que vous dites, en fait, par l'ADN de Meanings, vous avez rapidement, voulu, mettre cette démarche en place chez Estium pour que, l'impact soit un driver stratégique. Donc j'entends que vous parlez de roadmap produit, d'éco-conception, de même nouvelles gammes qui pourraient venir, augmenter et renforcer l'impact qu'Estium a en tant qu'entreprise, sur le climat de façon positive. Et que maintenant ça devient même ça pourrait même devenir un avantage, commercial concurrentiel, donc modulo cette, communication. J'ai une petite question qu'on passe au sujet de la communication. Hem, Vous avez, commencé par dire, «Faut que ce soit robuste et ces calculs» et cetera. Comment est-ce que vous, comme j'entends que vous avez quand même été un soutien, pour Estium sur cette partie compétences et à les accompagner dans cette démarche, comment est-ce qu'en ayant identifié ce sujet de robustesse, vous y avez, enfin, vous avez aidé à solidifier, en fait, le calcul? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place, comme ça fait déjà 2 ans, j'entends le calcul. Est-ce qu'il y a des conseils, sur, anticiper justement cette robustesse, pour que les calculs qui sont faits dès le départ, soient fiables? Mmh. Bah, je pense que c'est quand même bien déjà avant de mettre ça en place, d'avoir quand même déjà une bonne culture au sein de l'entreprise, de la mesure, des émissions induites en fait, parce que finalement les sujets sont quand même, liés. Il y a pas mal d'éléments techniques, et de sensibilisation autour de la qualité de la data, qui doit être faite via ça. Donc, côté Estium, ça fait 2 ans qu'on suit, vraiment plus précisément le sujet émissions évitées, mais les émissions induites, ça fait quand même plus longtemps. Mmh. Et donc voilà, donc nous, on a l'impression que c'est quand même très important, d'avoir un bon réseau aussi, de conseils, ou de gens qui peuvent accompagner les entreprises pour, les encourager justement avec peut-être une stratégie des petits pas, mais en tout cas les aider à aller de plus en plus sur des flux physiques, à vraiment comprendre, le sujet, des émissions de GES et ensuite là-dessus, construire l'approche des missions évitées et là, en termes de robustesse, il y a quand même des questions à se poser. Alors je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, si c'est vraiment le sujet émission évitée est pertinent au niveau de toute une stratégie d'investissement, avoir quand même une réflexion un peu fondamentale sur les grands principes, et le niveau d'exigence qu'on aura, sur le calcul et quand ça se fait plutôt de façon ad hoc, comme c'est le cas, dans le cas, d'Estium. Donc nous, dans notre portefeuille, private equity, on a quelques sociétés, pour lesquelles c'est pertinent le sujet émission évitée et donc là, en effet, au cas par cas, d'aller quand même faire, un peu ses devoirs, hein, sur, est-ce qu'il existe des normes sectorielles, comment prendre le sujet, avoir un peu une revue critique de toutes les hypothèses et challenger, toujours challenger ce qu'on nous présente, là-dessus. Donc voilà. Merci. Et du coup, vous mentionnez plusieurs sociétés, donc dans le portefeuille private equity de Meanings. Sur ce sujet de la communication, donc Thierry, côté Estium, ils attendent un petit peu de pouvoir, rendre robuste le calcul et de communiquer sereinement sur quels chiffres, comment et cetera. Et côté Meanings, sur les autres sociétés que vous avez, sur même les émissions évitées qui sont dans votre portefeuille, est-ce que vous avez communiqué? Vous y réfléchissez? Quels sont les freins? Enfin, donner peut-être un peu de visibilité à nos. Ouais, on y réfléchit aussi. Après, voilà, là, on a lancé une stratégie d'investissement où ce sera un peu le fil conducteur et là, clairement, il y aura une communication un peu consolidée au niveau de cette activité-là. Ensuite, sur nos stratégies private equity, sur les sociétés sur lesquelles c'est pertinent, on peut communiquer. Alors c'est pas toujours c'est plutôt de façon ad hoc, un peu en mode case study et encore une fois pour illustrer à l'aspect contributif, ou l'aspect solution d'une entreprise et pas forcément de façon consolidée. Mmh. Après, on a eu, la chance récemment d'échanger avec les dividendes climat, et enfin, on est plutôt convaincus que ce qui est proposé est très, très pertinent, dans le contexte actuel et donc ça sera, potentiellement une avenue, pour Minix, de communication consolidée. Parce que, enfin, comme Thierry le mentionnait, l'idée c'est pas non plus, on trouvait pas forcément ça très pertinent d'afficher un chiffre d'émissions évitées, en tout cas en plus au niveau de Minix, comme ça, hors de son contexte. Alors chaque fois c'est relié à une activité, s'il y a des notions d'ordre de grandeur, de trajectoire aussi parce que voilà, à l'instant T, les figer, enfin c'est bien. Mais
pour moi, ça a de la valeur aussi si c'est utilisé comme outil de pilotage, comme dans le cas d'Estium, d'amélioration de la performance des produits et on est capable de voir une trajectoire aussi. Donc, voilà. D'avoir un peu de recul, je pense, c'est ce qui peut manquer, OK. actuellement. Donc la communication beaucoup axée sur de la mise en contexte avec les case studies et des recherches aujourd'hui et pourquoi pas du côté des dividendes climat sur une façon d'homogénéiser un peu la communication et que ça ait du sens, aussi pour vous en tant qu'investisseur. OK, Ouais. merci beaucoup. Vous avez mentionné votre nouveau fonds d'investissement, basé sur les émissions évitées. Je pense ce serait intéressant de comprendre, comment de préempter ce sujet pour le mettre au cœur de votre stratégie d'investissement. Comment ça a influencé la façon dont vous réfléchissez votre thèse d'investissement et les process, de due deal, Mmh. d'accompagnement? Comment est-ce que ce KPI, en fait, vient, tricoter un peu tout le reste, au niveau de l'investisseur? Ouais, tout à fait. Je crois que c'est un peu l'approche, l'étape suivante, en fait, quand on commence à monter sa courbe, de maturité ou de compréhension de ce sujet-là. Donc on a récemment, lancé un fonds d'infrastructure, small mid cap, value add et vraiment axé solutions, qui investit, très très rapidement dans 5 grandes verticales. Donc une verticale autour de l'efficacité énergétique, une autre autour de la mobilité décarbonée. Ensuite, on a production d'énergie renouvelable, circularité et digitalisation durable. Comme on est sur un segment plutôt small mid, sur des petits actifs, assez décentralisés, avec soit des enjeux assez forts, d'échelle, de passage à l'échelle ou des enjeux plutôt de modernisation, enfin, ça dépend des cas. Mais voilà, avec vraiment une volonté, d'aller, sur des solutions systématiquement. Et donc au départ, dans le cadre de la stratégie, on avait déjà, des objectifs assez ambitieux, d'alignement, par exemple, des incentives financiers du fonds ou autres, sur des sujets d'impact. Et donc au départ, on avait souhaité le faire sur des sujets, des KPI un peu plus opérationnels, au cas par cas, selon les entreprises, évidemment toujours avec une validation externe, un comité d'advisors et tout ce qui va bien. Mais voilà, on était plutôt sur des KPI ad hoc et on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait 2 problèmes par rapport à ça. Donc tout d'abord un problème de potentiellement de communication, en effet, de dire, pour des gens qui ne sont pas experts, d'aller toujours sur des KPI, très métiers, assez spécifiques. Ça peut être, vite, enfin, on s'y perd ou il faut s'y plonger trop longtemps pour bien comprendre. Et donc, le fait de traduire ces choses-là en émissions évitées, simplifier la communication avec les LPs, mais potentiellement aussi avec le marché de manière générale. Et l'autre avantage d'avoir un peu un KPI commun, c'était d'être capable de comparer entre elles, en fait, enfin même, à travers les différentes verticales, le potentiel de contributif de chacune des solutions. Donc se dire par exemple pour un euro investi, à quel point enfin l'efficacité Ouais. en fait de l'investissement en termes d'émissions évitées. Donc ça, c'est un avantage, assez important. Et donc voilà, au final, on a décidé d'utiliser le KPI émissions évitées, enfin la stratégie du fonds. Il conditionne, le carry du fonds, il conditionne, plein de choses. Enfin, il est assez central dans la gouvernance. Mmh. Et voilà, et donc on le lance, donc je suis sûre qu'on aura plein de challenges. Enfin, on en a déjà, hein, on a dû enfin, on s'est bien posé pour rédiger, les bases méthodologiques, qu'on a même mis dans nos règlements. Enfin voilà, pour aller sur un niveau de robustesse, qui soit très fort, avoir beaucoup d'interventions externes dans tout ça. Mmh. Mais c'est certain que ça posera des défis, sur le cours de la vie du fonds. Voilà. Super intéressant. En tout cas, nous, on suivra ça avec intérêt. Et pour finir, il nous reste quelques minutes. Peut-être, qu'est-ce que parce on a un mélange d'entreprises et d'investisseurs, dans Mmh. ce webinaire. Pour les entreprises plus spécifiquement qui sont parmi nous, qu'est-ce que vous donnez comme enfin, qu'est-ce que vous attendriez, vous, d'une entreprise qui se lance dans cette mesure? Quels conseils vous pourriez donner? Ou plutôt, déconstruction, de enfin de comment on appelle ça? De préjugés ou d'attentes, peut-être, Mmh. sur ce sujet-là? Bah, j'imagine que ça doit être variable d'un acteur à l'autre, mais en tout cas côté Minix, nous on n'a pas, forcément d'attente très forte en termes de enfin au moment de l'investissement j'entends, en termes de maturité, technique, immédiate sur ces sujets-là. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que parce que,
à l'instant T, on n'a pas tout compris, qu'il faut pas se lancer. On est plutôt, on cherche plutôt, voilà, des entreprises, des dirigeants qui ont une claire volonté de volonté claire de progresser, à une ouverture d'esprit, une conviction, hein, que ces sujets, d'impact et d'impact positif sur le climat, sont des vecteurs de différenciation stratégique, sont clés pour créer de la valeur. Et une fois qu'on est face à enfin, qu'on a des interlocuteurs comme ça, on sait bien ensuite, essayer d'accompagner, les participations pour justement qu'elles s'outillent et qu'elles, montent leurs courbes, plus techniques, sur ces sujets-là. Voilà, donc je pense que c'est vraiment plutôt une question de mindset en fait, que de compétences. Et avoir un peu, l'envie aussi de se dire, ça sera, quelque chose qui pourra être potentiellement structurant pour mon offre, et voilà, et ne pas le traiter aussi d'emblée que comme un sujet de com ou autre. Ouais. Je pense qu'évidemment, ça peut être important et valorisant de communiquer, mais c'est pas le sens, ça devrait à mon sens pas être le 1er sujet. OK. Donc, plutôt un mindset porté, par le leadership qui s'infuse dans l'entreprise pour voir vraiment ça comme, une opportunité stratégique et pas juste, effectivement, comme vous disiez, un coup de com', et vraiment intégrer tout ça dans une réflexion un peu plus long terme comme ce qui a été fait, chez Stiom que vous mentionniez. Thierry, en miroir, vous avez mentionné quelques éléments sur l'accompagnement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce qu'une entreprise, pour avoir le pendant, attend de la part de son investisseur, pour l'accompagner au mieux dans cette démarche de mesure d'impact, via les émissions évitées? Bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est très important d'être bien accompagné. En l'occurrence, avec Minix, on a eu des spécialistes qui étaient à notre écoute, qui sont adaptés aux besoins de l'entreprise. On a redéfini la stratégie ensemble. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, c'est très important d'avoir un fonds qui soit sensible sur ces sujets et qui nous sensibilise aussi. Il faut le temps que ça infuse dans l'entreprise. Donc, c'est pareil, c'est ce que disait un peu Sarah. C'est une démarche quand même qui est à moyen terme. Où il y a des premiers résultats, il y a un suivi qui est fait. Donc pour nous, c'était très important. Alors c'était pas forcément un élément qui était au cœur de la négociation au moment du LBO, mais qui est venu très rapidement, qui est venu en fait nous renforcer dans ce choix et dans cet accompagnement, parce qu'on voit que c'est aujourd'hui, on n'avait peut-être pas conscience il y a 2 ans, c'est un élément qui est de plus en plus important. Donc d'être bien accompagné, d'avoir un fonds à votre écoute qui met des moyens aussi à disposition, pour nous, ça a été un élément clé dans le développement de ce projet. Merci Thierry et merci à tous les 2. Merci pour votre engagement, pour vos partages très riches. On va passer à la session de questions-réponses. Je crois qu'il y a une première question, pour vous, Sarah. Est-ce que l'initiative de calcul, des émissions évitées a été financée par Minings ou par Thierry ou par, Estiom? Peut-être, commenter cette partie. Non, ouais, plutôt par les participations. Donc voilà, après, j'imagine que enfin, il peut y a potentiellement y avoir d'autres montages, mais là, dans notre cas, c'est plutôt, pris au niveau des participations. Bah, si je peux faire un commentaire sur ce sujet, parce que chez Carbométrique, c'est un sujet Mmh. qu'on rencontre beaucoup. On a des 2 cas de figure. On a des investisseurs, qui peuvent payer, ce genre d'études, ou bien les participations. On observe un meilleur engagement, quand les participations, payent, pour elles-mêmes. C'est-à-dire que, quelque chose de vertueux se met en place où, comme, elles ont «investi l'argent» entre guillemets, on a un meilleur engagement de des dirigeants et des équipes, pour que le calcul aboutisse, ils se l'approprient mieux, voilà. Mmh. J'ai envie de dire que potentiellement, ça pérennise peut-être un peu mieux les choses parce que si une entreprise va structurer, un budget, par exemple, alloué, à ça, ça peut potentiellement, une fois qu'on change d'actionnaire ou que la structure change, le sujet peut peut-être se perdre. Donc ouais, je pense que c'est important. On a une autre question de Justine Briand qui pose: «Quelles sont les bonnes pratiques pour fixer des objectifs en émissions évitées?» Je pense qu'il y a, Maëlys, Ouais. alors attends, je vais te faire remonter sur scène. Ah, c'est bon, tu es autonome. Oui, j'étais en train de taper une réponse, mais je peux peut-être, donner des premiers éléments à l'oral. Je ne sais pas si j'ai exactement compris la question, mais ce qu'on pourrait imaginer comme, objectif, pour, des objectifs en termes d'émissions évitées. Je ne sais pas si la question est applicable plutôt à un investisseur ou à une entreprise, mais ce qu'on pourrait envisager, par exemple, ce serait déjà un premier objectif qui pourrait être juste un objectif d'éligibilité.
Donc, ne soutenir ou n'investir que dans des solutions qui évitent des émissions sans seuil particulier chiffré. Donc, dans ce cas-là, les bonnes pratiques, ce serait de bien réaliser une évaluation d'éligibilité en amont ou un premier calcul pour vérifier l'impact réel, si on cherche simplement à aller vers des solutions climatiques, par exemple. Et ensuite, on pourrait envisager des objectifs quantitatifs où là, plutôt que fixer un seuil initial absolu, peut-être que viser une augmentation du volume d'émissions évitées dans le temps, ça peut être pertinent, notamment pour encourager une entreprise à déployer davantage ses solutions positives sur un portefeuille de solutions ou de produits qu'elle vend pour, à terme, encourager la croissance d'une gamme spécifique de produits et maximiser les émissions évitées par l'entreprise ou même la faire travailler sur ce produit spécifiquement pour diminuer davantage son impact ou maximiser son impact en tout cas. Plutôt voilà, à l'échelle d'une entreprise pour se fixer des objectifs dans le temps. Après, je ne sais pas si ça répond à la question, c'est peut-être plus difficile de donner un critère absolu, mais voilà. Peut-être, Sarah, je ne sais pas si vous, parce que je crois que Justine, alors Justine remercie, donc je pense que ça répond à ces questions. Je ne sais pas si Sarah, côté investisseur, vous êtes-vous fixé des objectifs pour ce fonds d'infrastructure, si jamais vous voulez compléter. Alors non, on n'a pas... Pardon, désolée. On ne s'est pas fixé d'objectifs. On a une approche deal by deal sur le fonds. Donc, en fait, on a des objectifs qui sont fixés sur chacun des investissements, mais au préalable, on n'a pas d'objectif. On n'a pas d'objectif. Voilà, parce qu'on ne sait pas donc on investira. Voilà, après, on s'est quand même mis certaines balises pour s'assurer d'investir dans des entreprises qui auront des émissions évitées qui vont être conséquentes. Et ensuite, on construit une trajectoire d'émissions évitées qui est cohérente et ambitieuse par rapport au BP de l'entreprise, qui reflèterait en fait toutes les bonnes décisions qui peuvent être prises par rapport à ce sujet-là. Merci Sarah. Par ailleurs, je crois que Diane a répondu à pas mal de questions plus spécifiquement sur les méthodologies des dividendes climat. Donc Colline, Émilie, Audrey, Audrey c'était Maëlys, Ladislas aussi qui avait pas mal de questions sur les dividendes climat. De toute façon, les questions, on va les partager par écrit, mais si ça répond à vos questions, on va peut-être pas les couvrir en live. Et je vais prendre une nouvelle. Est-ce que Minings valorise les émissions évitées issues de ces investissements et si oui, de quelle manière? Par secteur, par exemple. C'est une question que vous avez. Pardon, j'étais en mute. Donc, valoriser, je ne sais pas, en termes financiers, j'imagine. Alors, on applique, c'est un peu, on est un peu au balbutiement du truc. Donc, pour la réponse courte, on ne valorise pas officiellement les émissions évitées. En revanche, comme on peut faire l'exercice avec un prix du carbone plutôt côté risque, on est en train d'itérer chez nous sur une démarche pour avoir un peu un sujet prix du carbone sur les émissions évitées pour un peu quantifier les opportunités. Mais c'est plutôt un outil dans la prise de décision et dans la façon dont on regarde les investissements, plutôt qu'un vrai sujet de valo avec des impacts externes. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Merci. Pour les autres questions, tout a été répondu directement dans le module. On ajoutera les réponses dans le document. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 petites minutes. Sinon, je vais en profiter pour vous remercier. Merci Sarah, merci Thierry, merci Diane et Maëlys pour vos réponses, vos éclairages sur les sujets techniques de dividendes climat et émissions évitées. On espère que ce webinaire, même si c'était court, il y a beaucoup à dire sur le sujet, vous aura aidé à mieux comprendre le sujet, ce que ça implique, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber là, comment les valoriser, et notamment un peu d'éléments sur les dividendes climat qui peuvent être une réponse à ce sujet de comment valoriser les émissions évitées. Et surtout, comment est-ce que ça peut devenir un vrai levier stratégique quand c'est incarné par une entreprise, par un investisseur, et que ça se tisse à travers les décisions et les roadmaps.
On va vous envoyer le replay, les ressources complémentaires la présentation et les réponses aux questions. Et puis pour celles et ceux qui travaillent dans un contexte anglophone, on prépare une version en anglais de ce webinaire prévu en septembre. Donc si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous faire signe pour qu'on puisse vous envoyer les invitations. Merci encore et puis à très bientôt. Très bon appétit. Merci. Au revoir Thierry. Au revoir. Merci à tous, au revoir.